Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de prix. On va parler de thunes, on va parler de combien coûte un site internet, un site web développé par une agence. On pourra aussi parler des prix qui sont appliqués par d'autres typologies, des plus grosses agences. On pourra parler de tarifs aussi via des freelances sur les sites web pour que vous ayez une meilleure idée, puisque dans ce domaine-là, je l'avais mis un petit peu sur mon post LinkedIn, eh bien c'est le flou total. On en a dans tous les sens. On en a des personnes qui veulent passer par leurs cousins. On a des gens qui disent vous êtes complètement trop cher par rapport à vos concurrents. D'autres personnes qui vont nous sortir qu'on est largement moins cher que nos concurrents et du coup même ça cache quelque chose. On en a vraiment dans tous les sens. On a de tout sur ce domaine-là. Et donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de décrypter tout ça et je vais surtout vous expliquer un petit peu comment ça marche pour le calcul des projets, par exemple dans notre agence, pour que vous puissiez vous en inspirer ou pas, si vous êtes aussi dans le même domaine que moi, ou surtout si vous êtes justement en train de réfléchir à la création ou la refonte d'un site, d'avoir une bonne idée de ce que ça pourrait coûter et en tout cas pouvoir activer un petit peu tout ça. Alors c'est parti, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, via les commentaires si vous regardez, pour les personnes qui regarderont en replay et comme ça, avec plaisir pour y répondre. Et je vais partager ma petite fenêtre. Je vous ai préparé pas mal d'éléments, notamment il y a la presse. On a pas mal d'autres documents, cahier des charges prêt à l'emploi. On a un truc qui permet de calculer automatiquement le prix de son site en fonction de ce qu'on veut, d'un point de vue design, d'un point de vue dev ou autre. Donc, pas mal de choses que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, du coup, n'hésitez pas à me demander dès que vous voulez les liens. Alors, au sommaire, on va voir le marché de la création de sites web, le fonctionnement d'une agence, le budget type, les plannings aussi, on va parler un peu planning. Je vais vous faire une création d'un devis en live, comme ça vous verrez concrètement comment on crée les devis, par exemple chez Pilotine. Et on va voir surtout comment économiser du budget ou encore plus rentabiliser son projet. Ça va être surtout intéressant. Alors, qui suis-je? Donc moi, je m'appelle Julien Deremaux, je suis le fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Pilotine, qui est à Lyon, qui existe depuis 10 ans maintenant, il y a 26 personnes. J'ai 33 ans, mon gâteau préféré c'est la galette des rois, je cours beaucoup, sur route, sur montagne, je cours aussi sur internet, sur le web. Et ma petite citation préf, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, de Nelson Mandela. Et ça s'applique beaucoup aussi au digital, parce que qu'est-ce qu'on en fait des bêtises, qu'est-ce qu'on en fait des conneries. Et ce qui est cool, ce que j'aime bien moi avec le digital, parce qu'au final, c'est assez facile de pouvoir réparer sa petite bêtise parce que ça va très vite. On a vraiment la main sur pas mal de choses, notamment quand on parle de site web. Donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si on n'est pas déjà en contact pour pouvoir suivre nos aventures communes et surtout, si vous avez la moindre question en lien avec ce webinar. Moi, c'est Julien Deremaux. Allez, on va parler tout de suite du marché, on va attaquer dans le concret, parce que le but c'est de vous donner un maximum d'informations sur les prix et autres, mais le but du jeu c'est de donner un petit peu un contexte. Au niveau du marché, on a plusieurs typologies d'acteurs. On a les freelances créa, les freelances dev, donc créa c'est ceux qui vont faire tout l'aspect graphique, design, mais qui vous proposent souvent de réaliser l'intégralité de votre site internet. On a le freelance dev, qui va vous proposer aussi de faire l'ensemble de votre site internet, mais qui a d'autres compétences. On a les agences de création, les agences 360, qui sont plutôt typées peut-être agence de com, agence de pub ou autres, avec plein de personnes super chouettes dedans. Et après, on a les ESN, les entreprises de services numériques ou les agences très techniques. Donc, je vous ai fait un petit comparatif par rapport à ce qu'on peut voir. Donc, d'un point de vue design, forcément, vous allez vers un créa freelance, il va faire un truc super chiadé d'un point de vue graphique, il va faire un truc super bien. D'un point de vue technique, par contre, ça va être assez compliqué sur la partie site web. Au niveau des prix, on sera sur des prix quand même très attractifs, très intéressants, et vous aurez quand même un minimum d'accompagnement en fonction, bien sûr, de l'expérience qu'a cette personne en freelance sur son domaine. Si elle vient juste de se lancer, l'accompagnement, il sera très limité, hein, c'est quelqu'un comme moi, les premières années, ça fait 14 ans que je fais ça. Honnêtement, les 2 premières années, je disais juste à mon client, qu'est-ce que tu veux, je te le fais. Si le client n'avait pas d'idée, j'en avais pas non plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé avec le recul qu'on peut avoir, mais voilà. Donc, si le freelance se lance, pas beaucoup de conseils. Si ça fait 20 ans qu'il fait ça, là, vous aurez plein de conseils. Le freelance dev, ensuite, donc là, d'un point de vue graphique, ça va pas être foufou, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. D'un point de vue technique, ça va être assez poussé, il va pouvoir faire quelque chose de poussé
au niveau de la technique de votre site. Au niveau du prix, en général, on va être sur des tarifs un peu plus élevés. Et l'accompagnement, bah pareil, c'est en fonction de l'expérience de la personne avec qui vous bossez que vous allez avoir un accompagnement assez poussé ou non. Les agences de créa, les agences 360, là, au niveau du prix, ça commence à taper un petit peu. Techniquement, elles sont pas beaucoup plus avancées au final qu'une personne qui va être des fois en freelance. D'ailleurs, eux-mêmes passent souvent par des freelances pour la partie technique. Le prix, du coup, il pousse un peu. La partie design et tout, on sera pas mal. Et en général, là, on aura un meilleur accompagnement. Il y aura plus de personnes qui vont s'occuper du projet avec des chefs de projet ou autres. Et ensuite, le SN. Donc là, d'un point de vue graphique, ça sera toujours pas top, mais on aura un niveau technique là beaucoup plus avancé, où voilà, avec une agence technique, ils vont pouvoir aller très loin. Vous créez une place de marché, vous créez un énorme site e-commerce avec des liaisons dans tous les sens, je sais pas quoi. Au niveau du prix, par contre, ça va commencer à douiller sévère. Et l'accompagnement, pareil, on va avoir un accompagnement un peu plus poussé. Tout ça pour vous dire que Pilotine, nous, on était plutôt assimilés à, enfin au tout début, plutôt freelance dev, donc on est très axé sur le côté technique du site. Et au fur et à mesure des années, on a essayé, bien entendu, d'avoir le meilleur de tous ces mondes-là. Mais bon, n'importe qui vous dira que il est unique, que c'est le meilleur, que tous les concurrents, voilà, ils ont tous leurs défauts, leurs qualités, et que nous, on est en plein milieu, on a tout ce qu'il faut de bien. Donc, bien entendu, ça c'est mon discours. Mais pour être très transparent avec vous, c'est aussi lié à la structuration de la boîte. Avec 26 personnes, bah forcément, on a des directeurs artistiques, on en a 5. On va avoir des devs, ils sont 7 ou 8. On va avoir après des personnes à la gestion de projet, on va avoir des personnes au web marketing. Donc forcément, on va pouvoir un peu mieux accompagner et avoir le meilleur des deux mondes. En termes de prix, par contre, bah, on est sorti effectivement de la case freelance, que ce soit dev ou créa. Et on est sur des budgets un peu plus élevés, mais ce qui permet d'avoir beaucoup d'accompagnement, un prix qui reste quand même compétitif par rapport à une ESN ou une agence de créa, et quand même tout le bagage technique pour accompagner par exemple. Donc voilà, pour vous donner un contexte de où on se situe par rapport à tous ces acteurs-là. Au niveau du marché, il existe plusieurs technologies pour développer son site. Donc là, moi, je vous parle de WordPress, qui est la techno que je connais le plus, parce que c'est celle qu'on maîtrise en interne chez Pilotine. Mais il existe d'autres CMS, d'autres frameworks pour développer un site. On a Symfony, on a Shopify pour le e-commerce, on a PrestaShop et tout ça. On va retrouver du Magento ou autre. Et dans WordPress, en fait, on a encore des sous-divisions à l'intérieur de WordPress avec des builders, donc par exemple Elementor, qui est un des leaders, mais on retrouve aussi Divi, Avada, on va revenir après derrière, et du sur-mesure où on utilise en fait la base, le WordPress de base, qui est Gutenberg, qu'on va venir enrichir avec le design du client, avec des fonctionnalités un peu avancées. Voilà. Donc on a Elementor, donc qui est la partie builder, ou alors la partie sur mesure, mais là encore une fois avec le CMS WordPress pour que le client puisse avoir la main sur son contenu. Au niveau des builders, il en existe pas mal sur WordPress. C'est un gros marché. On a Avada, Divi, Elementor, WP Bakery ou autre. Avada, il a longtemps été premier parce qu'il permettait de faire pas mal de choses. Honnêtement, quand on veut faire un site après avec pas mal de fonctionnalités, un petit peu avancé, qui a de gros objectifs, qui est ambitieux sur pas mal de sujets, on va commencer à être limité et puis il commence à se faire un tout petit peu vieux. Divi aussi est très connu. Là, pour le coup, c'est vraiment l'usine à gaz. Ça fait des sites trop compliqués, trop lourds. C'est pas forcément ce qu'on recommanderait non plus. Elementor, il est pas mal. C'est un bon challenger. On peut faire des choses intéressantes pour des sites vitrines simples, pour des sites e-commerce simples. Donc, j'insiste sur le mot simple. Hein. C'est pour vraiment quand d'un point de vue fonctionnalité ou d'un point de vue performance, les attentes sont raisonnables. WP Bakery, je vous dirais tout de suite de le jeter à la poubelle. Celui-là, pour le coup, il n'a plus rien à faire ici. Les autres, ça peut se valoir en fonction de vos connaissances, vos compétences ou de la personne qui vous accompagne. WP Bakery, il faut vraiment pas aller dessus. Il est vraiment complètement dépassé. Les autres, ça se vaut. Et le meilleur, celui qui ressort le mieux en termes de qualité, en termes de possibilités pour son site, ça restera Elementor. Tout ça pour dire que si vous partez sur du développement sur mesure, avec par exemple Gutenberg pour aller faire des sites un peu costauds, ou vous partiez avec du Elementor des builders, on peut faire quand même à peu près les mêmes choses. Quand on parle des sites simples, dès qu'on passe sur un site complexe avec de la fonctionnalité, abandonnez les builders. Mais sur un site simple, en vrai, ça se challenge bien. On a une possibilité de design sur mesure avec les deux. On a une autonomie de modification des contenus avec les deux. On a une facilité de prise en main du back-office avec les deux. Une autonomie d'adaptation graphique, d'organisation du contenu, on peut ajouter des plugins,
On peut, nous, en tant qu'agence, faire du support, faire de la maintenance, faire des évolutions de site et tout ça sur du long terme. En termes de temps de chargement, forcément, la partie sur mesure permettra d'avoir des temps de chargement plus avancés ou autres. Et au niveau de sécurité du site, on sera pas mal. Tant que le site reste simple, Elementor et Gutenberg, ça se vaut. Dès que le site commence à être évolué, on commence à avoir des fonctionnalités, on commence à avoir beaucoup de contenu et tout ça, c'est là où Gutenberg est vraiment en avance. Enfin, pas en avance, mais il sera beaucoup plus pérenne dans le temps. Je sais pas, un site qui commence à se complexifier, la durée de vie avec Elementor sera peut-être de 3 ans, 3-4 ans. La durée, avant que tout le monde dise « Oh là là, ça devient compliqué, on comprend plus rien, ça se charge plus, j'en peux plus de ce site ». Avec Gutenberg, on sera plutôt entre 5 et 10 ans. Donc, c'est plutôt par rapport à l'ambition sur le long terme. Dès qu'on dépasse du site simple, un site simple avec Elementor peut vivre très longtemps, avec Gutenberg aussi. Mais dès qu'on commence à avoir pas mal d'ambition sur son site, de grosses attentes en termes de retour sur investissement, en termes de fonctionnalités ou autres, là, Elementor est un petit peu dépassé pour un objectif long terme. Voilà un peu pour la présentation de ces différents builders. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je reviendrai dessus. Juste après, vous pouvez vous répondre entre vous avec plaisir en attendant. En tout cas, quand on cherche à faire un site internet, voici nous en général les solutions qu'on aime apporter à nos clients. Il faut que le site, du coup concret, puisse apporter une image de marque, puisse générer de la visibilité et générer de la notoriété. Donc tout ça à travers surtout l'aspect graphique, l'aspect design et bien entendu le référencement naturel ou tout ce qu'on peut faire avec. Donc pour ça, il faut qu'il soit bien foutu à la base et qu'il soit quand même joli graphiquement. En 2, ça va être la génération de leads. Dans la majorité des cas, nous, on a des personnes qui viennent vers nous en disant, bah, alors, on a un site, mais on a des ambitions. On veut faire générer plus de leads, on veut avoir plus de trafic, on veut ci, on veut ça. Et donc, souvent, on va interconnecter le site avec des outils externes, comme par exemple ActiveCampaign, HubSpot, Brevo ou autres, qui vont permettre de créer des formulaires qu'on va mettre sur le site, par exemple pour télécharger des livres blancs, pour faire un calculateur de je ne sais quoi, pour que les gens laissent leurs coordonnées, puis après, qui vont être retravaillés via des campagnes marketing automatisées avec, par exemple, du marketing automation. Donc, du coup, souvent, nous, on agit aussi sur des sites qui permettent de faire de la génération de leads. On va avoir de la création de proximité, travailler les réassurances. Donc ça, c'est à travers des ateliers ou en fonction du contenu, en fonction des images qu'on va mettre, des images beaucoup plus humaines, prendre des photos de l'équipe et tout ça, travailler sur le côté proximité et donner des réassurances, des preuves sociales pour que quand une personne se balade sur le site de notre client, elle puisse tout de suite se dire « Ah, ils ont l'air d'être experts, ils ont l'air d'être bons, j'ai envie de passer par eux », de pouvoir rassurer cette personne-là. Ensuite, en 4, on a la simplicité d'administration. Donc là, que vous soyez sur Gutenberg ou Elementor, en vrai, à gérer, à administrer au quotidien, ça sera à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer, nous, des sections, des blocs qui vont être réutilisés de page en page. Donc en fait, on crée une bibliothèque de sections, par exemple une section vidéo, une autre, ça va être texte, une autre, ça va être un texte à gauche, image à droite ou je ne sais quoi. Et en fait, on peut réutiliser à l'envie toutes ces sections sur l'ensemble de son site. Il va y avoir du suivi et du reporting aussi, notamment mise en place de Google Tag Manager, de tableaux de bord avec Google Data Studio, pourquoi pas d'outils de marketing, automation ou autre. Et enfin, de faire en sorte que le site soit suffisamment sécurisé et performant. Quand on nous parle des fois, on a encore certains prospects, il n'y en a plus beaucoup, mais qui nous disent oui, mais WordPress, ça sent pas très sécurisé, tout ça. D'un côté, ils ont raison. C'est-à-dire que si vous créez un site WordPress, notamment avec des builders, vous mettez plein de plugins et que vous ne le mettez plus jamais à jour, c'est-à-dire que vous ne vous en occupez plus, oui, à terme, il va y avoir des failles de sécurité. Puisque le web évoluant, WordPress lui-même évolue, les plugins évoluent, donc si on ne fait pas les mises à jour de ces plugins, au bout d'un moment, on peut se faire un petit peu avoir, il peut y avoir des failles de sécurité qui sont déclarées depuis 1 an, 2 ans, et si vous n'avez pas mis à jour, des fois, il y a des petits malins qui s'amusent à exploiter ces failles de sécurité et qui vont pouvoir pirater votre site web. Mais tout ça, c'est impossible si vous faites les mises à jour de votre site. C'est comme si vous avez un vieil ordi que vous mettez jamais à jour et puis vous allez un peu sur plein de sites internet un peu bizarres. Au bout d'un moment, vous faites pirater votre ordi parce que vous avez cliqué sur tout et n'importe quoi. Si votre ordi est à jour, que vous avez votre antivirus et tout ça, normalement, zéro souci. Donc tout ça pour dire que on est aussi extrêmement vigilant à assurer la sécurité et la performance du site web. Sur WordPress, je vous ai parlé le côté graphique, ok, le côté simplicité d'administration et le côté réutilisable avec ces fameuses bibliothèques de sections qu'on va pouvoir réutiliser. Bien entendu, quand on parle de WordPress, on parle aussi de plugins. Et donc, par exemple, dans l'accompagnement que peut faire une agence, ça va être de vous recommander les bons plugins par rapport à votre site.
Dans les plugins, on retrouve des plugins qui sont liés juste à l'administration, d'autres qui sont liés à la sécurité du site web, d'autres qui sont liés à l'optimisation, le temps de chargement, tous ces sujets-là. D'autres encore, le référencement naturel. On retrouve Yoast SEO, Rank Math, SEO Press, il y en existe pas mal. D'autres encore sur la partie juste pure dev, sur la partie RGPD, qui est quand même assez importante, ne pas oublier la partie RGPD, sur la maintenance du site ou encore sur la sécurité. En général, nous, en fait, on offre, dans le cadre de la maintenance de nos sites, on offre les licences à tous ces outils, parce que tous ces outils ont des licences qui sont parfois gratuites, parfois payantes, et du coup, il faut prévoir aussi ce coût-là et se faire bien accompagner sur ce sujet-là. Ok. Juste pour donner un peu de contexte pour après vous présenter pourquoi on structure comme ça nos devis. Nous, notre raison d'être chez Pilotine, c'est vraiment de donner du sens aux ambitions digitales de nos clients et faire grandir les autres, en y prenant le plus de plaisir possible, parce qu'on aime bien kiffer la vibes et justement prendre du plaisir sur le projet de nos clients, faire en sorte que ça se passe bien, ça aide d'être très sympathique et tout ça, tout ça. Mais il y a le côté donner du sens qui va être très important et faire grandir les autres. Vous allez voir que dans notre structure d'accompagnement, on insère ça énormément, ce qui nous facilite mais énormément la vie. En gros, avant, on était juste une agence standard. On disait, coucou, on fait des sites. Donne-moi ton cahier des charges, on te fait ton site internet. Et on a totalement changé. On a fait un gros shift dans notre méthodologie d'accompagnement, notamment, pour beaucoup plus co-construire avec le client avant de faire. Et ça nous a changé la vie. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. La boîte existe depuis 2008. Au début, j'étais en indépendant. Après, moi, je me suis lancé en 2013. Donc, forcément, notre structuration, notre méthodologie a énormément évolué depuis 2013 à aujourd'hui. Et Pilotine, dans nos facteurs différenciants, et là je pense que c'est très important, que vous soyez un potentiel prospect de Pilotine, que vous soyez un concurrent, que vous soyez une agence dans un autre domaine ou autre, c'est de travailler vraiment sur ces facteurs différenciants pour aller justement mieux vendre, mieux proposer un peu ce que vous faites. Par exemple, nous, on a spécialiste du sur-mesure avec WordPress. Donc, typiquement, un client vient nous voir en disant, j'ai un projet Shopify, j'ai un projet PrestaShop ou autre, on peut que lui dire, désolé, nous, on ne sera pas expert là-dessus. Inversement, quelqu'un vient nous voir en disant, j'ai un projet avec WordPress, boum, et tout de suite, c'est beaucoup plus simple parce que on sait qu'on va pouvoir mettre en place toute la méthodologie hyper qualitative qui répond à ce besoin-là d'avoir un site qui est basé sur WordPress parce que tout est optimisé pour ce process-là. On a aussi la partie accompagnement. À savoir que nous, par exemple, on est organisme de formation via Calliope, on a l'agrément Calliope. Du coup, ce qui nous permet que toutes les formations qui touchent de près ou de loin au site web, la gestion du site, la formation en référencement naturel, la formation en marketing automation, la formation à ci, à ça, elles peuvent être prises en charge par les OPCO. Donc ça, tout de suite, boum, ça fait une sacrée réduction dans le budget. On reviendra sur les OPCO après. On a la partie design, la partie RSE, la partie RGPD, tout ça. Quoi qu'il en soit, donc nous, on est enthousiastes, on aime bien le dépassement de soi, on aime beaucoup partager. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a construit notre méthodologie. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les secteurs cibles, mais en général, on travaille majoritairement pour des boîtes qui sont dans le bassin lyonnais ou qui sont en France. On a un petit peu de francophonie et c'est des clients qui veulent valoriser leur image de marque, mieux recruter, trouver des clients sur Internet, qui veulent aller à l'international et ainsi de suite. Ok. Donc, maintenant, comment on décompose un peu un devis et les différentes expertises qu'on va retrouver derrière. On a la partie vraiment branding. Donc là-dedans, ça va être création de logos, charte graphique, identité visuelle, tout ça. On a la partie WordPress, donc qui va être là du pur développement ou de l'intégration. On a la partie accompagnement, qui vont être sur des ateliers, qui sont sur un budget journalier différent, parce qu'on va être sur la co-construction, on va organiser des ateliers avec nos clients. Et on a la partie formation, qui est aussi sur un tarif journalier différent, et qui nous permet justement aussi de proposer une prise en charge via les OPCO à nos clients pour donner du sens justement à leur projet, faire les ateliers, après développer le site web. Donc si on reprend un peu la méthodologie et les étapes, première étape, ça va être souvent la formation et la montée en compétences du client, par exemple référencement naturel, référencement payant, marketing, automation ou que sais-je. Ensuite, on va cadrer et co-construire le projet avec eux via des ateliers. Et j'insiste, nous, ce qui a vraiment changer notre vie, changer notre rapport à nos clients, mis beaucoup plus de confiance, améliorer notre rentabilité et tout ça, au final, ce sont ces deux premières étapes. C'est-à-dire que plus on va être aidant, plus on va accompagner le client en amont, plus on va co-construire et réfléchir avec lui, plus le projet se passera bien derrière. Et bizarrement, les clients où des fois on coupe à travers ça et le client nous dit non, mais moi j'ai mon cahier des charges, je souhaite qu'on attaque tout de suite. C'est beaucoup plus compliqué de le satisfaire derrière. Nous, on a beaucoup plus de mal à se mettre dans le projet et ce lien de confiance est un peu plus complexe.
Je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est beaucoup plus challengeant d'aller créer tout cet environnement de confiance, de co-construction et tout ça, et de bien comprendre le projet du client. Donc plus on les forme, plus on co-construit avec eux, plus le projet se passe bien derrière. Parce qu'après, derrière, c'est plutôt simple, hein. On va faire les créations, donc on va faire le design, on va faire le site, on va faire ci, on va faire ça. Mais on va dire, là, ça reste un process à appliquer qui est plutôt facile derrière quand on a l'expérience suffisante. Et derrière, ça va être de mettre à jour le site, de faire la maintenance sur le long terme. Donc, on a aussi cette partie-là de mise à jour, donc maintenance, TMA, qui veut dire tierce maintenance applicative. Donc, ça veut dire qu'on va faire les évolutions du site ou les corrections et on va faire les mises à jour de WordPress, des plugins tous les mois. Assurer la sécurité, faire les sauvegardes et faire évoluer le site. Ok, donc, en termes de taille, nous, aujourd'hui, il y a 26 personnes. Donc, qui dit 26 personnes dit une bonne organisation pour accompagner certaines typologies de projets. Typiquement, aujourd'hui, on a effectivement un peu plus de mal. On y arrive encore, mais c'est un peu plus compliqué de faire en sorte que ça matche bien avec des personnes qui sont, par exemple, solopreneurs, des personnes qui viennent juste de créer leur entreprise, des personnes qui sont seules, notamment d'un point de vue budget. Parce qu'en gros, nous, quand un projet arrive, on met en place tout ce qu'il faut pour bien accompagner de A à Z le projet. Et inversement, pour des énormes boîtes, je sais pas, si on prend les boîtes du CAC 40, ils vont dire 26, vous êtes trop petits, et donc c'est là où on est forcément 2 fois moins cher que les autres, et ils disent, je sais pas, c'est un peu bizarre, le concurrent, ils sont 150 dans la boîte, le tarif, il est 2-3 fois plus cher, donc votre truc, ça me paraît un peu bizarre. Donc au final, on est toujours trop gros pour certains, trop petit pour d'autres, et donc nous, la taille idéale, en fait, on est sur des PME ETI, qui vont être entre 20 jusqu'à 1000, 2000 personnes. Ça, c'est notre scope idéal d'accompagnement avec des gens qui ont vraiment de belles ambitions avec le développement de ce site et la mise en place d'une vraie stratégie de communication digitale. Voilà, on a des petits labels top 30 des agences en France, on fait de la R&D, on est contributeur sur Figma, sur WordPress, on fait des plugins, des trucs comme ça. Bon, je vais pas vous saouler avec ça. On va passer aux différentes étapes et après, on va basculer bien entendu sur le devis. Donc au niveau des étapes, notamment commerciales, en 1, on a la prise de brief avec nos conseillers avant-vente. Donc c'est-à-dire que là, on va prendre un maximum de données. En général, on peut passer au minimum 3 heures, au maximum jusqu'à 1 jour et demi, 2 jours sur cette partie-là. Donc 2 jours en temps plein. Forcément, un petit projet qui est assez cadré, on va dire un site vitrine plutôt simple, où il y a de beaux enjeux, mais plutôt simple techniquement à réaliser, on va pouvoir passer 3-4 heures sur l'avant-vente. Par contre, le gros projet, assez costaud, avec des synchronisations, avec un ERP, avec des CRM, avec ci, avec ça, des gros enjeux marketing, tout ça, on peut y passer jusqu'à entre 14 et 18 heures à structurer ce projet. Mais bien sûr, on n'est pas sur les mêmes budgets derrière. Une fois que c'est validé, on va faire des ateliers à la carte. Donc c'est là où on va regarder le workflow, faire les personas, regarder la concurrence, faire des ateliers d'arborescence, SEO, machin, tout ça, pour arriver à l'étape 3, où on va formaliser là le cahier des charges. Une fois que le cahier des charges est vraiment formalisé, parce que tous les ateliers initiaux nous ont permis de challenger le projet, de lui donner plus de sens et après de dire là maintenant on est sûr d'où on va, on finalise le cahier des charges. Après, on fait les recherches sur la partie création graphique, on fait une petite réunion de présentation et derrière, on va faire le design du site internet, on va faire le dev du site, on va faire une phase de recettage, donc c'est-à-dire qu'on va tester le site pour voir s'il fonctionne bien par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce qu'il y avait sur les maquettes. On met en ligne le site internet et derrière, on a les étapes de garantie. Donc pendant 1 mois, on garantit qu'on fait toutes les corrections qui vont bien si des choses nous avaient échappé. Et derrière, on fait la TMA et la maintenance. Pour tous ceux que ça intéresse, on vous enverra bien entendu le lien vers la présentation à la fin du webinar. Et si vous regardez, pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour le me demander, je vous l'enverrai avec plaisir. Tout ceci étant dit, on va passer au budget et au planning, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on était là, mais la mise en place du contexte permet de mieux comprendre pourquoi on est sur ces budgets-là et ces plannings-là. Donc au niveau des sites internet, donc nous on est dans la catégorie vraiment sites WordPress qui sont sur mesure avec de beaux enjeux, c'est-à-dire des belles ambitions en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, en termes de visibilité, d'utilité pour faire la marque employeur, ainsi de suite. Chez nous, on a 4 typologies de sites. On a le site Pilotine, donc qui va être plutôt un site vitrine en général simple. On a le site Catamaran,
qui va être la gamme où on va commencer à avoir des fonctionnalités. Par exemple, ça va être un site e-commerce, ça va être un site qui va être multilingue, on va commencer à avoir une fonctionnalité de réservation d'événements, un calendrier, on va avoir un espace membre, des choses comme ça. Ensuite, on a le site vedette. Là, le site va commencer à être beaucoup plus technique, un peu plus de fonctionnalités et va avoir beaucoup de contenu. Va avoir des ambitions aussi, souvent sur la partie automatisation du marketing, avec des formulaires de captation de leads et tout ça, tout ça. Donc, on commence à avoir un beau bébé qui est optimisé pour le référencement naturel et pas mal de choses. Et gros enjeux business. Et ensuite, on a le yacht, où là, il y a des gros enjeux business, mais en plus, il y a des grosses fonctionnalités. Le site va être connecté avec Salesforce, avec Sage. Il va y en avoir un petit peu. On va avoir des connexions un petit peu de partout pour que le site soit un vrai outil qui communique avec tous les outils métiers de l'entreprise. Donc vraiment des sites là qui commencent à devenir très stratégiques avec une forte portée en termes de visibilité, de génération de leads et ainsi de suite. Donc là, on sera sur le yacht. Pour vous donner des idées de budget ou de projet. Donc sur les sites pilotines, on a plusieurs types de références. Et donc là, on a un projet de site vitrine sur WordPress pensé sur mesure en fonction des objectifs. Donc on met le paquet en général sur le design, mais ça va pas être un site avec 150 millions de pages. On va rester sur quelque chose de simple mais qui tient tous les enjeux qu'on avait mis. Des enjeux d'ergonomie, de design, alors de la gestion de projet et de la TMA. Sur les sites vedettes, donc là, comme je disais, on va commencer à avoir des fonctionnalités plus poussées. E-commerce, job board, des maps avancées, des agendas, des événements, des animations et des connexions API standards. On va se connecter avec HubSpot, on va se connecter avec Mailchimp, on va se connecter avec pas mal d'outils externes, mais on va être sur des connexions standards. Le catamaran. Là, on va avoir du e-commerce très très avancé, on va avoir de la gestion d'abonnements, on va avoir des animations qui vont commencer à être assez poussées, des espaces privés, du multilingue, de la synchronisation CRM avec des outils externes et ainsi de suite. Et le yacht, et là, des grosses connexions avec des ERP, des fonctionnalités e-commerce sur mesure très avancées, des espaces privés avec plein d'utilisateurs et des connexions API plutôt multiples. En vrai, avec WordPress, on commence à atteindre les limites quand on est sur des sites qui commencent à devenir trop costauds pour nous. Par exemple, on ne pourrait pas faire sur WordPress le site de Sarenza. On ne pourrait pas faire le site de Airbnb, le site de Blablacar. Tous ces sites-là sont largement plus poussés, commencent à devenir trop techniques pour se permettre de les envisager avec WordPress. Là, on est sur des devs sur mesure à partir de 200, 300 000 euros. Donc là, par exemple, ça nous dépasse. Mais dès qu'on est sur du site vitrine à fort potentiel ou du site vitrine associée avec des fonctionnalités type e-commerce, tout ça, mais que tout ne repose pas à fond sur toute la brique e-commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Sarenza, et là, ça le fait très bien et WordPress peut tenir ses ambitions et ses enjeux-là. Et les budgets. Alors, un site pilotine, en général, on va être en dessous de 15 000 euros, on va être entre 8 et 15 000 euros. Le catamaran, on va être entre 15 et 25. Le vedette, on va être entre 25 et 40 000 euros. Et le yacht, à partir de 40 000. Nous, par exemple, les gammes de sites qu'on fait vont de 8 000 jusqu'à 150 000 euros. Nous, on est plutôt dans cette tranche-là en termes de budget et de typologie de clients qui peuvent se permettre aussi ces budgets-là. En termes de temps de développement, maintenant, ça c'est intéressant, ça va de 3 mois à jusqu'à 10 mois. Bon, alors on a eu des records du monde, mais d'ailleurs qui étaient sur des sites assez simples. Mais on a un record, je crois, qu'on a mis 5 ans pour sortir un site, tout simplement parce que le client, au bout d'un moment, avait disparu, ne répondait plus, il n'arrivait pas, il n'intégrait pas les contenus qu'il devait intégrer, et ainsi de suite, et du coup, le projet a pris jusqu'à 5 ans. Mais en dehors de ce record-là, on est plutôt entre 3 mois et 10 mois pour réaliser ces typologies de sites-là, pour vous donner une petite idée. Et ensuite, bien entendu, donc il y a le budget du site en tant que tel, le développement du site, mais qui intègre beaucoup de choses, comme on a vu, le design, le dev, les ateliers, l'accompagnement, les formations, tous ces éléments-là, la gestion de projet et tout et tout. Mais en plus de tout ça, il faut prévoir que le site, il va falloir le maintenir dans le temps, il va falloir le sauvegarder, il va falloir le faire évoluer, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez des notions, si on reste sur les bateaux, les propriétaires de yachts ou de bateaux, en général, il faut considérer que si le yacht il vous a coûté 1 million d'euros, vous allez mettre jusqu'à 200 000 euros par an pour, entre l'essence, l'anneau pour s'attacher au port, plus tous les frais d'entretien, tout ça, on est jusqu'à 20% du prix du bateau tous les ans. Bon, sur le digital, on n'est pas exactement sur ces prix-là, on est un petit peu en dessous, mais du coup, on a, alors ça c'était le tableau comparatif des offres, on a, je l'ai loupé, mais c'est pas grave, on a tout ce qu'on appelle la maintenance et la TMA. Et donc la maintenance et la TMA, il faut considérer qu'on est à peu près sur
10% du prix du site que vous allez mettre tous les ans pour le maintenir, le faire évoluer, le sauvegarder, le coût de l'hébergement, le coût du nom de domaine et tout ça. Il y a quand même un coût à prévoir. Nous, on a des offres qui sont, par exemple, à 232 € par mois et qui permettent justement de faire les mises à jour, la maintenance, de faire l'hébergement, d'avoir les évolutions avec un crédit temps. Par exemple, 1 heure par mois. On a 12 heures dans l'année où on est à disposition de notre client pour faire toutes les évolutions qu'il souhaite sur le site. Et nous-mêmes, on sera proactif et on va faire des propositions régulièrement en disant, voilà, par rapport à notre veille, on a vu ça, que ça serait cool de le mettre en place, on pourrait optimiser ça, vous pourriez utiliser vos heures pour monter en compétence là-dessus, et de pouvoir accompagner le client sur le long terme. Mais voilà, si vous deviez garder en tête une donnée, ça sera à peu près 10% du prix de votre site tous les ans pour le maintenir, le faire évoluer, tout ça, à comparer aux 20% du fameux bateau que vous pouvez acheter, mais qui nécessite un entretien. Du coup, voilà, c'est le coût de l'entretien. Ou quand on va chez le garagiste, il y a la vidange tous les ans, et puis faut changer les pièces, des fois, faut changer les freins, faut changer le volant, faut changer les pneus. Et c'est à peu près la même chose pour le site internet. Et on a encore quelques prospects, pas des masses, mais qui sont un peu étonnés en disant non, mais moi mon site, je l'ai acheté une fois et après j'ai plus rien à faire. Malheureusement, c'est un peu comme les bateaux et comme les voitures, ça nécessite de l'entretien pour le faire évoluer sur le long terme. Ok, voici comment on propose ou on construit une proposition budgétaire auprès d'un client. Donc on a toute la partie accompagnement digital amont avec les formations, les ateliers et tout ça qui a un coût. On a les vidéos qu'on va pouvoir réaliser peut-être pour la partie haute du site et autres. Alors, donc nous, on n'est pas des spécialistes de la vidéo. On peut faire quelques petites captations pour voir des gens qui sont en train de marcher ou autre. Après, vous pouvez aussi venir avec vos propres contenus ou passer par des agences, par des vidéastes qui vont vous proposer tous ces éléments-là pour enrichir convenablement votre site. Pareil pour les photos et ainsi de suite. En gros, nous, on peut filer un coup de main sur des petits besoins. Après, sur des gros besoins de photos, de vidéos, il faut passer en général par des spécialistes. On va pouvoir réaliser des animations sur le site, des animations over, faire en sorte que il y ait le fameux effet waouh sur certains sites. Honnêtement, plus on est en B2B, moins on fait d'animation, parce qu'en général, il faut que ce soit des sites efficaces, propres, simples, et ainsi de suite. Quand on est en B2C, là, on peut aller beaucoup plus loin sur des animations assez avancées sur son site web. Après, il y a le prix de la refonte complète de la création du site et l'optimisation pour la prospection de votre site. Il y a la formation back-office et il y a les fameuses 12 heures de mise à jour par an, l'hébergement, la maintenance, la TMA, avec ces fameux 10% du budget que vous allez mettre après annuellement pour entretenir le site sur le long terme et le faire évoluer. Et au niveau du planning, nous on propose ce type de planning-là. Donc là, c'est un planning macro, bien entendu. Après, on travaille avec des outils, on a un planning à la tâche. On dit, nous on fait ça, après on a besoin de vous pour ça. Donc on est vraiment pas au jour le jour, mais c'est chaque semaine, on sait qui a à faire quoi. Et ça permet de vraiment structurer le projet sur l'ensemble de la durée de vie du projet. Donc là, c'est pour donner une petite idée entre réunion de lancement, les wireframes, les validations, la validation du web design, les validations, le développement, la formation, la mise en ligne du site. Et il peut se passer là, par exemple, 18 semaines. Allez, donc je vous avais promis un devis en live. Du coup, je vais réaliser ma promesse. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des petites questions? Je vais répondre à quelques petites questions en attendant. Brice dit, en soi, Gutenberg est aussi une forme de builder. Alors Brice, tu as raison, c'est-à-dire que c'est la version native de WordPress. Avant, on avait ce qu'on appelait le Classic Editor, qui faisait effectivement moins builder, c'est-à-dire moins briques de Lego, j'ai mes petites sections et je peux les déplacer. Et Gutenberg a du coup ça, mais c'est la version native de WordPress, donc c'est ce qu'il y aura de plus clean à utiliser pour après réaliser son site WordPress avec. Mais le fonctionnement ressemble un peu à Builder, mais c'est un Builder qui est un peu plus propre et qui est surtout beaucoup plus évolutif que les autres et surtout sur lesquels on a un peu plus la main. Mais je suis d'accord avec toi, c'est aussi une forme de Builder. Anna demande en quoi Divi est une usine à gaz? C'est trop lourd pour un site. Alors, si on fait un site simple avec Divi, ça ne sera pas une usine à gaz. Parce que si c'est un site de 5 pages avec quelques petits blocs, ça ne sera pas une usine à gaz. Ça devient une usine à gaz par l'utilisation que les gens ont de Divi. C'est-à-dire qu'ils se disent au début, je vais faire un site tout simple, puis après, ils commencent à rajouter du e-commerce, après, ils commencent à rajouter ci, ils commencent à rajouter ça. Et en fait, l'utilisation même fait que au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et surtout, ça devient trop lourd, effectivement. Les gens, ils ont des temps de chargement incroyables. Puis, en fait, même ça bloque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même, ils peuvent plus mettre à jour, ils peuvent plus rajouter des éléments et tout ça. Mais là, je parle de la version où quelqu'un a fait un peu trop mumuse avec Divi. Si on reste sur du site simple, ça fait très bien le job. C'est quand on commence à être sur quelque chose de poussé, où là, boum, ça devient l'enfer sur Terre. Et du coup, je recommande pas d'utiliser Divi pour faire des sites trop avancés.
Le child pour le CSS obligatoire. Effectivement, alors on n'en a pas parlé, mais on a ce qu'on appelle sur WordPress le thème parent et le thème enfant. En gros, si on doit retenir un truc, il est interdit de toucher le thème parent et il faut travailler uniquement avec des thèmes enfants parce que sinon c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Et on rencontre des fois des clients qui viennent en disant bah voilà, mon site il marche plus, c'est l'enfer, j'arrive pas à le mettre à jour, je sais pas quoi, j'ai besoin d'aide. Et puis quand on regarde, le site a effectivement tout été fait sur ce qu'on appelle le thème parent, donc c'est-à-dire la base, la structure même du site. Et du coup, c'est-à-dire que dès qu'on fait une mise à jour, pouf, tout ce qu'on a fait pendant des fois 1 an, 2 ans, bah, tout part à la poubelle, tout saute. Donc surtout, ne jamais toucher au thème parent et passer plutôt sur le thème enfant. Quelle fréquence de mise à jour à chaque changement? Je vois comme question de Anna. En gros, nous, on fait les mises à jour de WordPress, les mises à jour de plugins, 1 fois par mois. Tout ce qui est sauvegarde et tout ça, c'est tous les jours. Mais les mises à jour, on les fait 1 fois par mois. Et notamment, on ne met pas tout à jour. Et ça, c'est assez important et intéressant. Même moi, quand mes devs ils m'ont expliqué ça au début, je me suis dit, mais pourquoi et tout. Et en fait, c'est assez simple, c'est que certains plugins, des fois, font une mise à jour, mais n'ont pas été suffisamment testés par la communauté, donc ont potentiellement des petits bugs, notamment sur des choses un peu cruciales comme WooCommerce, la partie commerce, ou sur des éléments qui sont très importants pour le site. À certains moments, il ne faut pas forcément faire la mise à jour du jour au lendemain. Il faut peut-être attendre que le truc soit un peu plus mature, qu'ils aient pu faire les correctifs, parce qu'en fait, les premiers utilisateurs vont se rendre compte de bugs. Du coup, on va faire les correctifs, ce qui permettra de faire une mise à jour beaucoup plus sereine et éviter que le site plante. Donc, c'est pour ça que nous, on ne fait pas forcément les mises à jour de tous les plugins tous les mois. À chaque fois, on se renseigne sur à quel point il est récent, à quel point il a été testé, à quel point il y a eu des reportings de bugs et tout ça. Et du coup, on fait les mises à jour en fonction de la veille que font nos développeurs sur la qualité de la mise à jour des plugins. Bon, je répondrai aux autres questions juste après, sinon on va y passer un peu trop de temps et on va aller faire le devis en live. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc au niveau du devis en live, je vais le faire avec ZooBooks. Donc nous on utilise ZooBooks qui est un outil de création de devis et de création de factures. Sur la base, là, je vais prendre un site vitrine où on va avoir la création d'un logo, d'une charte graphique sur mesure en amont, par exemple. Un site qui va être optimisé pour de l'acquisition de leads, donc on aura dedans des ressources, téléchargement de ressources, téléchargement de livres blancs, on va mettre des formulaires un petit peu avancés. On va mettre en place toute la méthodologie d'accompagnement amont dont j'ai parlé, les fameux ateliers pour structurer tout le projet, les personas, la concurrence, tout ça, structurer l'arborescence et ainsi de suite. Et on va considérer que le client va s'occuper de créer ses contenus et de les intégrer, parce que ça dépend effectivement du volume de contenu, mais on va considérer là qu'il va créer ses contenus et qu'il les intégrera sur les autres pages. Donc nous, on va créer toute la première base du site, et lui, en fait, il va créer tous les autres contenus dessus. Imaginons, je sais pas, on a 150 produits, et on va créer un produit, on va le faire nickel chrome, et lui, comme ça, il n'aura plus qu'à créer les autres sur la base de ce produit-là. Allez, c'est parti. Donc j'accède à ZooBooks. Hop. Yop là. Donc sur ZooBooks, ça se fait comme ça. Donc ici on a le nom de nos clients. Donc je vais mettre en client Pilotine. Voilà. Donc on sélectionne le nom de nos clients, ça met l'adresse, tout ça, très bien. Et ensuite on a ce type de fonctionnement. Donc nous en fait on peut ajouter les articles en bloc, c'est-à-dire que nous par exemple pour les sites on met un underscore. Bon, c'est notre petite technique à nous, mais on a à chaque fois en gros l'introduction, la partie conseil et recherche en amont, la partie co-conception, donc là c'est tout ce qui va être design, les wireframes, le web design du site et ainsi de suite. On va avoir la partie production, donc une fois qu'on a fait les jolis designs, qu'ils ont tous été validés par notre client, on va maintenant faire l'intégration, le développement de ces différentes pages qui ont été formalisées. On va rajouter de la gestion de projet parce que tout ça, ça demande du temps. Effectivement, on va gérer le projet. On a la formation back-office du site. Si on était sur un site e-commerce, je rajouterais la brique WooCommerce. Et si on est sur un site avec des fonctionnalités sur mesure, je vais rajouter l'onglet sur mesure. Donc celui-là, je vais le mettre. Et je vais ajouter les articles. Et donc on voit, on a gagné énormément de temps. Ça nous a créé tout de suite un devis prêt à l'emploi. Alors nous, on travaille de base avec des notes d'intention. Je vais pouvoir vous montrer, ça peut être intéressant. Note d'intention, note template, tac. C'est ça. En fait, on a une note d'intention, donc ça peut faire beaucoup de slides à la fin, ça peut faire peur. En gros, on va proposer de préqualifier le besoin avec notre client. Donc on lui envoie un super formulaire qui va lui prendre entre 5 pour les plus rapides jusqu'à 20 minutes pour ceux qui ont besoin de raconter un peu plus de choses. Ils remplissent ces éléments-là et nous, automatiquement, ça va venir générer
une note d'intention sur Google Slide qui va nous permettre d'avoir la présentation de l'agence piloting, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui va permettre de mettre nos références clients et ainsi de suite. Et après, de pouvoir compléter les données du client. Donc, l'entreprise, le nom, le prénom, le rôle, est-ce qu'il sait déjà utiliser WordPress, qui est le décideur final, leurs besoins, le domaine d'activité, leur chiffre d'affaires, et ainsi de suite. En fait, on demande pas mal d'infos et ça va venir compléter automatiquement tout ça. Et nous, sur cette base-là, après, on va venir, lors des rendez-vous qu'on va faire avec eux, parce qu'on va faire en général 2 rendez-vous, un premier pour valider que tout est bon sur le truc, après un deuxième pour présenter notre proposition, notre planning, notre budget, et ainsi de suite. Ça va nous permettre de formaliser un peu tous les éléments. Donc en gros, nous, on envoie 2 documents à nos clients. Le premier qui est la note d'intention, qui va permettre de cadrer tout le projet, de tout mettre noir sur blanc, tout ça. Et le deuxième qui est un peu plus technique et entre guillemets, et entre nous, un peu plus chiant à lire, mais bon, qui redit à peu près la même chose, mais sous format chiant et devis, où on a tous ces éléments-là qui reviennent sur le devis. Bon, si on part du principe qu'on va développer dans notre cas pratique un site vitrine. Pour un site vitrine, nous, on se base toujours sur une arborescence. En fait, c'est même impossible pour nous, et on ne le fait plus, de faire un devis un peu au doigt mouillé. Ce que je faisais avant. Enfin, pour être très honnête avec vous, même, une fois, j'ai vendu une application mobile, ce qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui, hein, une application mobile pour 80 000 € quand même, et le devis, c'était 4 lignes. C'était, oui, bien sûr, on fait en fonction de votre cahier des charges. Le cahier des charges du client, c'était 3 pages, qui étaient super flou et tout ça. Je vous donne en 1000, on est parti au casse-pipe direct. Le projet n'a jamais vu le jour. D'ailleurs, l'application du client n'a jamais vu le jour. Ça a été un peu compliqué. Pas parce que nous, on a mal fait le boulot, pas parce que le client a mal fait le boulot, mais juste que les discussions initiales n'ont pas été suffisamment poussées pour que notre proposition puisse correspondre à ce qu'il voulait. Donc, on ne va plus du tout trop vite en besogne maintenant. On passe systématiquement par la création de cette note d'intention et par la réalisation d'une arborescence. Par exemple, je vous montre une arborescence. Je peux vous partager le lien d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Boum. Hop, qui est faite avec Octopus. Octopus, c'est un outil qui nous permet de faire les arborescences de sites et qui nous permet de voir, par exemple, là, la structuration de chaque page. On a la page d'accueil, on a la page, là, par exemple, corporate, qui sommes-nous, partenaires, on recrute, nos expertises, actualités, foire à questions, contacts, et ainsi de suite. Et en fait, quand on se balade sur cette arborescence, en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le nombre de pages qu'il va falloir concrètement designer. On sait qu'on va devoir faire une page d'accueil, une page qui sommes-nous, ça fait déjà 2 pages, la page partenaire 3 pages, la page on recrute 4 pages, et ainsi de suite. Et on va pouvoir déterminer tout de suite les fameux blocs, c'est-à-dire les blocs, les sections qui vont permettre de construire les pages de notre site. Et en fait, en fonction de ces blocs et en fonction de ces pages, c'est beaucoup plus simple pour nous de tomber pile poil sur le budget qui va bien pour le client par rapport à son besoin. Donc typiquement, quand je suis ici, nous, conseil recherche, il y a toujours 2 jours. Boum. Jour de base, il y a 2 jours. Là, temps de travail intermédiaire, 2 jours. La partie co-conception, c'est en fonction du nombre de pages qu'on va devoir designer et développer. Donc, par exemple, là, on a mis un truc type de 8 gabarits de pages. Donc, sur mon modèle, il y en a un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, on en a 11. Bon, je vais rester sur mon truc de 8 gabarits de pages, par exemple, page d'accueil, page à propos, et ainsi de suite. Et en fait, sur ces 8 gabarits de pages, on applique un truc qui est c'est à peu près 0,6. On est à peu près sur un peu plus d'une demi-journée par page pour faire le design. Plus, on a besoin d'une journée pour la version responsive. Plus, on a besoin de à peu près une demi-journée pour la recherche iconographique, c'est-à-dire chercher des pictos, chercher des photos, chercher tous ces éléments là-dessus. Donc là, si on est sur 8 pages, alors on va dire à la louche, on va faire à peu près 5 jours, plus 1 jour pour la responsive, plus une demi-journée pour la recherche icono. Donc on est déjà à 6,5. Donc moi, tout simplement, hop, je viens mettre ici 6,5. Donc là, je me base sur mon arborescence, j'exporte les pages et je mets 6,5 jours. Sur le dev, on est pareil. Donc si je descends, on sait qu'on a à peu près autant de temps, un peu plus d'une demi-journée pour intégrer et développer chacune des pages type, donc ce qu'on appelle des pages gabarits, nous. Chacun des gabarits de notre site, j'ai à peu près aussi pour 5 jours de dev. Cette fois, j'ai un peu plus de temps, 1 journée et demie pour la version responsive et une demi-journée après pour la mise en ligne. Donc là, ça nous fait du 7. Donc hop, je mets 7 jours. OK. Ensuite, si je descends, la gestion de projet, en général, on est sur 20% du prix du projet. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'agences de prestations de services. 20% du temps du projet est passé en gestion de projet. Donc là, on était sur 4 jours. Ensuite, on a la formation et la prise en main.
Donc là, si on est sur 2 ateliers, 2 sessions de formation, on est sur ce prix-là, 1200 euros, 1200 euros. Si on est sur une session de formation, pardon, on est sur 600 euros hors taxe. Donc en fonction du besoin du client, du besoin de support qu'il a, du nombre de personnes qu'il a à former ou autre. Donc là, je pourrais partir sur une session, un atelier d'une demi-journée, et du coup, je suis sur 600 euros. Si on est sur un site où la personne connaît déjà un peu WordPress, et voilà. Et après, sur la partie sur mesure, bah là, c'est toutes les fonctionnalités qu'on va avoir. Imaginons qu'on a justement l'intégration avec HubSpot. Donc là, en gros, ça c'est difficile de le standardiser parce que ça dépend vraiment du besoin du client. Donc intégration avec HubSpot, si on doit faire remonter les leads sur HubSpot ou faire en sorte que depuis HubSpot, on ait des éléments qui arrivent sur le site et tout ça. Je sais pas, on va partir. Bon là, je le fais à la louche, mais intégration avec HubSpot, par exemple, 2 jours. Via l'API d'HubSpot, on va envoyer des informations à gauche, à droite, on va insérer les formulaires et ainsi de suite sur le site pour faire en sorte que dès que quelqu'un télécharge un livre blanc, s'inscrive à un événement ou autre, et bien boum, toutes les informations vont remonter dans le CRM HubSpot. À savoir que par exemple chez Pilotine, on a développé cette compétence et on accompagne nos clients par exemple sur la mise en place de logiciels de type ActiveCampaign ou HubSpot pour gérer plus facilement leur force de vente avec un CRM et leur force marketing avec un outil de marketing automation. Et du coup, de plus en plus, on interface HubSpot, ActiveCampaign, Pledzi, Brevo ou autre avec le site web pour vraiment qu'il y ait de vrais échanges de données et qu'on puisse générer un maximum de leads avec son site. Bon, allez, on va dire qu'on est sur l'intégration HubSpot. Je vais rester là et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on est sur un site qui est assez costaud d'un point de vue contenu avec une bonne partie d'accompagnement en amont pour accompagner correctement le client à mieux découvrir ses besoins et ainsi de suite, la partie graphique et tous ces éléments-là. Avec l'intégration de HubSpot ici, donc un site qui a dans l'objectif d'aller faire de l'acquisition de leads, on serait sur 14 575 euros par exemple. Si je rajoute ici la partie logo, je vous avais dit, le but du jeu, ça serait de partir sur logo, pas le voyez. Logo, alors où est-ce qu'il se cache la logo? La création d'une identité visuelle, logo et charte graphique. Alors le prix peut paraître élevé, on est sur 5200 euros, mais on voit que derrière, il y a pas mal de taf. Donc là, c'est logo et charte graphique. Donc en gros, par exemple, création d'une marque ou refonte complète d'une marque. On va avoir une partie conseil et recherche, création de moodboard, benchmark, réalisation de 2-3 pistes graphiques avec du crayonné, tout ça. On va voir la réunion de lancement pour échanger, montrer ce qui a déjà été fait, pour pouvoir justement donner un peu plus de billes là-dessus. Ensuite, il y a la finalisation de la piste graphique, que ce soit les logos et ces éléments-là, vectorisation, définition des couleurs, on adapte tout ça aux différents formats print et autres et autres. Et après, on va formaliser la charte graphique, définition de palette de couleurs et ainsi de suite. Et après, derrière, ça peut se décliner facilement sur un PowerPoint, sur un site internet, sur des cartes de visite, sur tout ce qu'on veut pour justement avoir une base qui va nous être utile pour toutes les créations graphiques qu'on va faire derrière, même pour faire une introduction ou une conclusion d'une vidéo, faire vos emailing et tout ça, on a besoin de ce travail-là. Et donc typiquement, c'est intéressant de rajouter cet élément-là qui a un vrai accompagnement hyper qualitatif pour faire en sorte que votre site il puisse répondre à des enjeux graphiques assez avancés et surtout que notre travail soit simplifié derrière pour le site internet. Parce que quand on a des clients qui viennent sans charte graphique, il y a de fortes chances que nos premières propositions tombent à côté. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de base. Alors que s'il y a une base claire avec le logo, les couleurs, les typographies, comment on l'applique sur un PowerPoint, sur une carte de visite, ainsi de suite, et tous ces éléments-là, et là, étrangement, le travail est beaucoup plus qualitatif, les clients sont bien plus contents, le site est plus beau gosse et tout ce qu'on veut. Alors que quand on est après juste sur en mode goût, couleur, en mode oh j'aime pas, mais il n'y a pas une vraie base de réflexion initiale, souvent le projet, on va avoir énormément d'allers-retours et c'est ni agréable pour le client, ni agréable pour l'agence. Donc, soit vous avez déjà une charte graphique bien poussée, soit vous vous faites accompagner en gros sur la création d'une charte graphique. Donc voilà, là par exemple, on est sur un budget de 19 775 euros qui comprend du coup toute la gestion de projet, l'accompagnement amont, qui comprend le design, le développement du site et même, si on reprend un peu de hauteur, la création du logo, la création de la charte graphique de l'entreprise et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vais enregistrer ça dans mes petits brouillons. Et du coup, ce que je vous propose, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas dans le chat ou directement sur LinkedIn à me demander l'accès à ce devis. Comme ça, je vous mettrai l'intégralité de ce qui était dans le devis. Donc, au moins, il y aura toutes les lignes si vous voulez vous en inspirer ou si ça vous permet d'avoir quelques billes supplémentaires dans le cadre de votre projet de création ou de refonte de site. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le demander directement en commentaire ou sur LinkedIn.
Il y avait un cas pratique aussi sur la partie e-commerce. Nous, en e-commerce, en général, le fait d'installer WooCommerce, de créer les catégories produits, tout ça, ça rajoute en général un budget entre 1500 et jusqu'à 3-4 000 euros quand on a le site vitrine avec dedans une bonne brique e-commerce qui vient s'insérer. Ça rajoute à peu près ça pour la création du compte utilisateur ou autre. Donc le design et le développement de toutes les fonctionnalités en lien avec la partie e-commerce. Et voilà. Pour aller plus loin un peu sur la partie budgétaire et voir comment vous pouvez économiser du budget. Quand vous venez voir un prestataire, par exemple comme Pilotine, comment économiser du budget, soit vous venez déjà en amont avec pas mal de billes. Vous avez un cahier des charges qui est un petit peu avancé. Vous avez déjà vos textes, vous avez déjà vos éléments, vous avez déjà votre logo et votre charte graphique et vous nous envoyez ces éléments-là. Tout ça, c'est hyper rassurant et ça nous permet de nous dire qu'on va gagner pas mal de temps sur le projet. Donc tout de suite, ça peut faire baisser le budget. Vous venez avec par exemple vos personas, votre stratégie marketing, tous ces éléments-là, ça va permettre de mieux cadrer le projet et derrière, ça sera moins de temps qui sera à consacrer sur les parties amont. Donc pour économiser du budget, déjà plus votre projet est structuré en amont, mieux c'est. Vous pouvez bien entendu, si vous n'avez pas les compétences ou le temps ou l'envie ou je ne sais pas quoi, vous faire accompagner en amont, que ce soit par Pilotine ou par n'importe qui sait faire ça, vous faire accompagner en amont sur la structuration de votre projet, histoire que du coup la partie après technique soit beaucoup plus simplifiée, que vous soyez plus en confiance avec votre prestataire. Donc déjà, première piste, c'est venir avec des éléments qui vont structurer le projet, qui vont vous permettre de mieux expliquer là où vous souhaitez aller. Plutôt que de venir en disant « Coucou, je veux un site internet ». Ou là, il va falloir mettre en place pas mal de choses. Deuxième élément, ça va être tous les aspects montée en compétences, toutes les formations, de ne pas hésiter à utiliser votre budget Calliope. Nous, on a certains clients qui ont besoin d'être formés à la gestion du site WordPress. Donc déjà ça, les fameux 1200 € peuvent passer sur un budget Opco et donc du coup ne vous coûte rien derrière. Il y en a qui rajoutent à ça la formation en référencement naturel, la formation en marketing automation ou la formation à HubSpot, ActiveCampaign, Brevo, Pleddy et ainsi de suite, vu qu'on peut nous on est indépendant de toutes ces solutions, mais on a une connaissance fine de ces différents outils et du coup on peut vous faire monter en compétences via de la formation ou faire des ateliers après concrets de mise en place de l'outil et du coup ne pas hésiter à regarder pour faire ça via de la formation avec vos budgets Opco. Ça permet de faire aussi une belle économie. Autre étape, j'en parlais, la fameuse création du cahier des charges. Donc soit vous avez déjà un cahier des charges existant, soit vous faites accompagner pour la création du cahier des charges. Et ensuite, d'utiliser des outils de gestion de projet qui permettent de suivre tout ça. Donc sur l'économie ou la structuration du budget, on en a parlé. Ensuite, je vous recommande fortement de choisir un partenaire qui va avoir une bonne méthode et qui va vous accompagner vous-même aussi à bien vous organiser sur votre projet. Nous, par exemple, on travaille avec Monday. Je peux vous montrer, hop, je vais vous mettre le lien de Monday pour ceux que ça intéresse. Donc nous, on utilise Monday. On est en train de passer, par exemple, sur ClickUp aussi, mais Monday faisait bien le taf jusqu'à une taille de 20 personnes dans la team Pilotine. Maintenant qu'on a dépassé ce cap-là, honnêtement, on va passer sur ClickUp qui permet d'avoir encore plus de fonctionnalités. Mais du coup, Monday ou ClickUp sont des bons outils de gestion de projet. Et en fait, on va gérer l'ensemble du projet avec ces outils-là et ça va nous permettre de fixer des deadlines de notre côté, du côté du client, de faire le suivi des temps et tout ça. Et ça va être assez important. Donc voilà, on fait ce genre de tableau avec toutes les étapes et on montre si c'est terminé, on met les dates d'échéance et ainsi de suite et ça permet de gagner beaucoup de temps pour le client et pour nous-mêmes. Ensuite, à prendre en compte les allers-retours. Donc ça, c'est quelques derniers petits tuyaux conseils. Au niveau des allers-retours, nous on prévoit 2 allers-retours. C'est un truc que vous retrouvez chez beaucoup de prestataires. Et en fait, nous on a 2 allers-retours sur le cahier des charges, 2 allers-retours sur les wireframes, donc c'est les maquettes en noir et blanc, 2 allers-retours sur le web design. Donc au final, ça en fait pas mal des allers-retours et c'est amplement suffisant. C'est juste que si on fixe pas cette règle dès le début, les gens après, ils nous font tout le temps des retours, machin, et ils n'arrivent pas à structurer correctement tout ça. Entre guillemets, pour faire passer une idée, plus vous envoyez de mails pour une même idée, plus il y a de chances qu'à la fin, plus personne ne comprenne. Si vous envoyez dans un beau mail tous vos retours qui sont très structurés, il y a de grandes chances que les retours soient pris en compte et que ce soit réussi. Donc c'est pour ça qu'on se limite à ces 2 fameux allers-retours, ce qui permet de structurer en fait la phase d'aller-retour. Ensuite, on a une période de garantie, donc il ne faut pas vous inquiéter. N'hésitez pas à négocier ça aussi auprès de vos prestataires s'ils ne le proposent pas. Mais cette période de garantie permet juste de se couvrir en cas de pétouille, de trucs qu'on aurait oubliés.
pas forcément sur les maquettes graphiques, mais sur le développement. En mode, il y a un truc qui fonctionne pas exactement comme on pensait, ça ressemble pas exactement à la maquette ou je ne sais quoi. Eh ben, profitez de cette période de garantie pour faire les retours à l'agence qui va le prendre en compte du coup derrière et faire toutes les modifications qui vont bien. Ensuite, il y a la phase de recettage qui est assez importante. C'est-à-dire que quand l'agence, le freelance ou quand vous allez développer vous-même votre site, c'est de bien penser à le tester. Il faut prendre pas mal de temps pour tester tout ça. On fait les tests de notre côté. Le client aussi fait les tests de son côté. Plus vous faites de tests, plus il y a de chances que quand le site sera en ligne, qu'il soit nickel chrome et qu'on puisse faire tout ce qu'il faut pendant la période de garantie. Donc, il faut bien entendu tester les fonctionnalités, tester le mode d'administration ou autre de son site web. Et après, donc ça, grosse recommandation pour économiser du budget, ne pas hésiter à créer des lots. Dire, bah, il y aura la version 1 du site, la version 2 et la version 3. Parce que des fois, on a des prospects qui viennent en disant, voilà, moi je veux ça, je veux faire le Airbnb, du Blablacar, du machin, du bidule. On dit, ok, très bien, vous avez 400 000 balles avec vous. Ah bah non, j'ai un budget de 10 000. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Au lieu de faire le Airbnb, du Blablacar, du machin, on va déjà développer une première version du site avec moins de fonctionnalités, avec quelque chose de plus accessible. Comme ça, on le sort sous 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et après, on verra pour le faire évoluer sur le long terme. Vouloir faire tout de suite la grosse Bertha avec tous les éléments, c'est le meilleur moyen que le projet prenne énormément de temps, que ça coûte un budget monstrueux et que du coup, même à la fin, peut-être que le projet soit abandonné en cours de route. Donc, ne pas hésiter à découper en plusieurs phases les différents projets. Bon, RGPD ou autre. Pour aller plus loin, comme je vous disais, on a créé un petit questionnaire qui permet de calculer le prix de son site web. Donc ça, c'est intéressant. Je vous invite à passer le test si ça vous chauffe. Donc c'est un questionnaire aussi qui est disponible sur notre site. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un contenu premium ou un aimant à lead ou un contenu qui permet de faire de la génération de leads. Donc je vous invite, quel que soit le projet, que vous soyez un concurrent, que vous soyez un futur prospect ou que vous soyez déjà client, à créer des contenus sur votre site que vous allez mettre à disposition de vos visiteurs et qui leur permet de les aider à la prise, ça va être une aide à la prise de décision. Par exemple, nous, on a pas mal de prospects, enfin de visiteurs qui commencent par cette étape-là. Ils font une petite estimation de leur budget. Après, ils se disent, bon, j'ai eu un premier niveau d'information. Finalement, chez Pilotine, ils ont l'air sympas, ils ont l'air aidants, ils ont l'air de partager pas mal de trucs. Donc, en gros, eh ben, on se met dans une posture un peu plus d'expert, d'accompagnateur, et ils comprennent bien qu'on est là pour leur filer un coup de main. Et derrière, c'est beaucoup plus facile après pour nous contacter, parce qu'ils ont déjà une base de travail. Donc, ils disent, voilà, j'ai une base et tout, j'aimerais bien aller un peu plus loin avec vous. Donc, n'hésitez pas, quel que soit le secteur d'activité, à créer des contenus sur vos sites qui permettent de générer après derrière des leads. Parce que forcément, pour recevoir le petit résultat, on doit mettre son adresse mail et ainsi de suite. Mais du coup, ça permet d'avoir un vrai suivi après, d'entretenir une relation avec les personnes qui téléchargent des choses sur votre site internet. Et ça, par exemple, derrière, c'est connecté avec HubSpot et boum, ça fait remonter les infos directement sur HubSpot. Et ce qui permet après de gérer correctement son commerce, son marketing et tous ces éléments-là. Donc ça peut être très bien. Et ben voilà, on n'est pas trop mal, je pense. On va répondre à quelques questions sur le chat et après, je pense qu'on pourra se dire à bientôt. J'en profite. Donc, comme je l'ai expliqué, chez Pilotine, on a énormément structuré l'accompagnement qu'on a auprès des outils de marketing automation. Donc, si je dois faire ma petite pub 20 secondes, ça serait sur la partie HubSpot, ActiveCampaign, Pledzi et Brevo. Si vous entendez un contact de vous, si vous entendez quelqu'un qui est en train de mettre en place ce genre d'outil dans sa boîte, qui est en train de se tâter, de se dire, tiens, lequel il faut choisir pour sa force commerciale, donc un CRM, ou pour sa force marketing avec un outil qui va permettre la gestion des réseaux sociaux et le marketing automation et tout ça. Nous, on est hyper chaud que vous puissiez nous mettre en relation avec eux parce qu'on peut leur apporter pas mal de choses, notamment pour essayer d'estimer un peu le budget que ça peut prendre, le planning, les aider sur l'onboarding de ces outils et via la formation, de les faire monter en compétences dessus. Donc, si vous connaissez quelqu'un, je suis très preneur d'une mise en relation. Ça serait super sympa. Merci pour l'aide d'avance. Allez, on va revenir sur les petites questions. Anna demande quel intérêt de se servir d'un terme préformé, mis à part le moins d'intérêt d'un client potentiel ne demandant pas de design personnalisé. Alors là, je pense que Anna parle de Divi, Elementor, tout ça, qui ont des fois des templates prêts à l'emploi. Ça peut répondre à une certaine catégorie de prospects ou de clients, notamment les prospects et clients qui ont des besoins très très simples et qui n'ont pas un gros budget. C'est vrai que par exemple, nous, vous avez vu, nos sites, ils vont de 8 000 à 150 000 euros, mais il y a des gens qui sont prêts à faire des sites pour 200 balles, pour 300 balles, pour 400 balles.
le meilleur moyen de réussir pour 400 € à faire un site, c'est qu'il faut passer par un truc déjà préformé, déjà prêt à l'emploi. Alors bien entendu, il faut pas avoir de grosses ambitions sur site, sinon vous serez pas très content. Faut pas avoir d'ambition en termes de référencement naturel, faut pas avoir d'ambition en termes de pas mal de choses, mais vous pouvez avoir pour pas cher une belle carte de visite en ligne. Et ça fera sûrement le taf pour certains. Pour ceux qui ont des projets un peu plus ambitieux, je suis d'accord avec Anna, passer par un template prêt à l'emploi, c'est le meilleur moyen d'avoir une image de marque pas top top, parce qu'elle ressemblera à d'autres qui ont pris le même template que vous, et ça permettra pas d'aller suffisamment loin sur votre positionnement, la valorisation de votre image de marque et tout ça. Donc, mais voilà. Mais ça peut répondre quand même à une catégorie de personnes qui ont des besoins très simples, qui veulent juste, en gros, une présence en ligne, une carte de visite en ligne. Brice nous demande, vous n'utilisez plus votre propre builder du coup? Alors, excellente question, Brice. C'est vrai qu'avant, on communiquait énormément sur le PiloPress. Le PiloPress, c'était notre builder qu'on avait fait avec le Classic Editor. Depuis, on est passé à Gutenberg. Donc du coup, pour être très honnête, on ne parle plus du PiloPress parce qu'en fait, ça faisait peur à certains de nos prospects qui disaient oh là là, mais du coup, on va être, vous avez en gros votre propre techno, donc vous avez en gros défiguré WordPress, alors que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'avec le PiloPress, on avait rajouté une surcouche qui permet effectivement d'aider à l'administration du site web, mais en fait, on passait par Classic Editor et on passait par ACF, qui sont deux éléments très populaires sur WordPress. Du coup, on a fait une bascule, puisque bien entendu, on l'a adapté à Gutenberg, donc c'est-à-dire on prend Gutenberg, auquel on rajoute ACF, qui est un élément qui permet de mieux gérer en fait les champs, de mieux gérer les données sur son site internet pour fluidifier l'administration et avoir un site qui soit cohérent de bout en bout, quelle que soit la page. Mais du coup, vu qu'on est sur Gutenberg, on a ACF, on a rajouté quelques petits éléments donc qui s'appelle toujours PiloPress. Mais du coup, c'est juste qu'on ne communique plus dessus parce qu'en fait, le message passait mal. Les gens avaient l'impression que du coup, ils allaient être emprisonnés avec nous et que ça allait être très compliqué. Alors qu'en fait, non, n'importe qui maîtrise Gutenberg et ACF peut utiliser cet élément-là. Donc, c'est juste qu'on ne communique plus dessus. Et nous, aujourd'hui, surtout, on est passé sur Gutenberg avec ACF. Donc, on a fait quand même une évolution. On a fait une migration de notre savoir-faire et de notre méthodologie. Alors, on parle plutôt de savoir-faire et de méthodologie aujourd'hui, mais comme quoi les mots ont leur importance. Parce que pour être très honnête avec vous, on a perdu un appel d'offres public à 200 000 € parce que ils ont mal compris le truc et on s'est fait un petit peu avoir. Donc depuis, on fait un petit peu attention quand même. Paul demande comment gérez-vous l'acquisition client dans l'agence, création de contenu, prospection à froid ou autre? Alors excellente question, Paul. Nous, on fonctionne essentiellement avec 4 éléments. Le premier, on passe beaucoup par LinkedIn. LinkedIn est vecteur de pas mal de visibilité pour l'agence, pas mal de contacts. Moi-même, j'ai travaillé mon personal branding un petit peu sur LinkedIn et du coup, je suis moteur pour aller chercher, pour donner de la visibilité à l'entreprise. Mais surtout, ça repose essentiellement sur la création de contenu. Organiser des webinars, faire des livres blancs, organiser des contenus, enfin créer des contenus à forte valeur ajoutée qu'on met à disposition de nos clients. Et c'est pour ça que via LinkedIn, on utilise le canal LinkedIn pour partager ce contenu-là. Mais sinon, la base de la base, c'est qu'on crée des contenus hautement qualitatifs et les plus intéressants possibles pour nos clients. C'est-à-dire qu'on donne tout sur un plateau d'argent, quoi, en gros. Et via LinkedIn, on en fait la promotion. Via le référencement naturel aussi, on est bien positionné sur des mots-clés à très forte valeur ajoutée pour nous, qui nous ramènent du trafic très qualifié. Donc, référencement naturel. On fait un tout petit peu de pub, mais pas des masses. On fait 300 € par mois sur du Google Ads. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande comme stratégie à l'ensemble de nos clients qu'on accompagne. Des petites campagnes pub hyper ciblées sur des mots-clés très, très ciblés. C'est largement plus rentable que de mettre 2, 3, 4 000 € sur plein de mots-clés de partout. Et ensuite, bien entendu, le marketing automation qui est notre clé de voûte et la clé de réussite de tout ça. Parce que on a beau avoir plein de beaux visiteurs sur notre site, on a beau générer plein de leads, si derrière on n'anime pas entre guillemets cette communauté et qu'on ne donne pas des nouvelles régulièrement, qu'on les invite pas à nos nouveaux webinars, qu'on leur propose pas de télécharger des livres blancs et tout ça, et ben du coup ça fait un peu pchut. Donc du coup la clé de voûte, un peu tout ça, c'est donc la création de contenu et l'utilisation du marketing automation. Donc nous avant on était sur ActiveCampaign, maintenant on est passé sur HubSpot et c'est ça qui nous permet vraiment d'animer un petit peu tout ça et de rester au contact de nos visiteurs, de nos clients, de nos prospects. Et par contre, nous, pas du tout de prospection à froid. Ça, on n'en fait pas. On passe pas d'appel, on fait pas de emailing sur des gens qui ne nous connaissent pas. C'est pas du tout une stratégie qu'on applique. On l'a déjà essayé, ça a été la catastrophe. Donc, on est sur ce qu'on appelle de l'inbound marketing. On fait en sorte que les gens viennent à nous. On crée plein de choses et on fait en sorte que les gens viennent à nous et qu'ils aient envie en fait de bosser avec nous plutôt que d'essayer de les démarcher de manière un peu violente. On préfère que les gens aient envie de travailler avec nous. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue commercial.
Brice demande aussi, est-ce que c'est nous qui avons fait l'arbo? Ouais, on fait tout le temps les arbos. On fait une hypothèse d'arborescence avec le client. Et après, via l'atelier, on propose des ateliers arborescence. On va venir challenger tout ça avec les équipes de notre client. Souvent, on va avoir le ou la dirigeant, enfin là où le dirigeant, on va avoir là où le responsable marketing et 2-3 autres personnes de l'entreprise qui vont justement brainstormer avec nous sur comment bien articuler leur site. Donc, on fait une hypothèse via Octopus et après, on va challenger ça via un atelier où il y a beaucoup plus de monde qui sont impliqués pour arriver à un résultat aux petits oignons. Anna me demande, le client me demande de faire le même site qu'un concurrent qui n'a pas la même structure que WordPress ou WooCommerce. Qu'est-ce que je lui dis? Alors ça c'est une excellente idée sur le papier. À concrétiser, ça va être compliqué. En gros effectivement il y a des donc là c'est bien expliquer, bien accompagner le client pour lui montrer que ça va être une petite erreur, mais en général avec ce type de client il y a de fortes chances qu'à la fin il y ait des petits quiproquos, qu'au bout d'un moment ils comprennent pas trop, que ça s'énerve. Peut-être qu'à la fin tu arriveras à réaliser ce beau projet, mais ça, nous, c'est le genre de client, on se dit tout de suite, ça pue, on évite d'y aller. D'où l'intérêt de préqualifier, de filtrer tout ça. Après, je dis pas, hein, on peut faire les malins aujourd'hui parce qu'on a pas mal de visibilité et donc du coup, on peut entre guillemets choisir nos clients ou en tout cas répondre aux clients qui nous font avec qui on a énormément envie de travailler. On peut se permettre ça. Au tout début de Pilotine, je prenais, il y a 14 ans, je bossais avec le premier qui me disait juste coucou Julien, j'ai un besoin. Je dis ouais, ok, pas de souci, j'arrive. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué. L'autosatisfaction est un peu plus faible et tout ça. Donc là, je te recommanderais de faire au mieux, mais sinon d'éviter de juste copier-coller le site d'un concurrent parce que ça marchera pas. Et surtout, de travailler avec lui. Donc si on doit reprendre les bases, ça serait de l'accompagner plutôt à bien redéfinir son arborescence, bien redéfinir sa cible, à qui il s'adresse, bien redéfinir sa stratégie avant, limite, de reparler du site internet. Lui, en tête, il a que le site internet, mais c'est de redéfinir un peu les bases de la structure de les bases de sa stratégie, de pourquoi il veut faire ça, à qui il s'adresse et de comment on va mettre tout ça en musique avant de repartir dans la technique. Si tu pars directement dans la technique, en gros, tu vas au casse-pipe. Si tu prends le temps de l'accompagner sur des éléments un peu plus en amont de son projet, ça va te fluidifier ton travail derrière. Plugin, Harry qui a loupé l'événement. Ouais, il y aura une rediff. Je mettrai le replay, tu auras accès au replay. Les hébergeurs, le coût des hébergeurs, qui le paie ou le faire partager par le client. Nous, en gros, on a des serveurs dédiés. Donc, on a des gros serveurs qu'on met à disposition de nos clients. Et en fait, on partage ce serveur pour plusieurs clients. Donc, nous, on s'occupe de tout à chaque fois. Pas du nom de domaine. Le seul truc qu'on leur laisse, c'est le nom de domaine. Ça, c'est pour une histoire juridique, légale et tout ça. Vaut mieux qu'ils soient propriétaires de leur nom de domaine. Par contre, hébergement, les plugins et tout ça, on s'en occupe, on lui facilite la vie. Parce que sinon, ça commence à lui compliquer la tâche. Il doit se connecter à chaque fois sur OVH pour renouveler son truc, machin, bidule. Vaut mieux qu'il s'occupe que d'un truc qui est de son nom de domaine, par souci plutôt de propriété intellectuelle, mais tout le reste, vaut mieux que vous puissiez lui faciliter la tâche et que vous en occupiez pour lui. En facturant, bien entendu, cette prestation. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est de s'occuper de tout pour le client parce que s'il passe par vous, c'est qu'il veut pas trop s'occuper de la technique. Par contre, faut qu'il soit prêt à réfléchir avec vous de la stratégie, tout ça, mais lui faciliter la tâche pour la technique, ça peut être pas mal. Et du coup, vous allez le facturer, donc tant mieux. Dis donc, Anna, ton client, il a plein de soucis là. Il te fournit pas de photos, il fait rien comme il va. Bon, lui, il a l'air compliqué ce client. Hein. Mais bon, les clients qui donnent pas de photos, qui font pas tout ça, t'as plein d'heures à passer. Eh ben, c'est des clients compliqués, certes. Donc du coup, plus le deal initial est fair play, plus vous travaillez sur la stratégie en amont, plus tu pourras, tu seras à même. Donc plus tu découvres tout ça dès le début, plus tu seras à même de dire bon, Roger, on va dire qu'il s'appelle Roger. Bon Roger, il nous manque pas mal d'éléments. Du coup, moi je peux t'accompagner à aller chercher ces éléments. Ça va me prendre 20 heures. Qu'est-ce que t'en penses, Roger? Est-ce que je te facture ces heures-là ou est-ce que tu t'en occupes? Et là, bizarrement, il y a certains clients qui vont dire « Ah non, mais Anna, tu me sauves la vie, j'ai pas le temps, je préfère que tu t'en occupes, et je paye les 20 heures. » Et puis il y en a d'autres qui veulent pas payer. Et ben eux, ils vont dire « Ouh là là, si ça coûte 20 heures, ah non, t'inquiète, moi je m'en occupe. » Et comme ça, toi, ça te soulage. Il y a toujours une histoire de sous un peu derrière. Et du coup, moi, ce que je recommande pour éviter les problèmes, c'est toujours de proposer deux solutions, deux pistes à nos clients. Il y a toujours la piste A, qui va coûter presque rien. Et souvent, ça repose peut-être des fois sur lui, ou c'est plus simple. Et la piste B, c'est en gros ce qu'il nous a demandé, qui va être très compliqué, très technique, qui va coûter cher. Et après, c'est à lui de faire le choix.
certains qui ont le budget et l'envie, ils vont dire bah, la piste B elle est très bien, et d'autres qui finalement veulent pas lâcher un centime de plus, ils vont dire bon bah finalement on rebascule sur la piste A. Mais ne jamais dire non à un client, je pense que c'est la règle numéro 1, ne jamais dire non et ne jamais dire oui bêtement non plus. C'est toujours dire ok, j'entends le besoin, et ben il y a la piste A, la piste B, qu'est-ce que tu choisis? Toujours laisser le choix au client. Il n'y a rien de pire que de quelqu'un qui nous dit non parce qu'on est ultra frustré. Par contre, quelqu'un qui nous propose 2 pistes, voilà, c'est à nous de choisir. Donc après, on est responsabilisé. Ok, bon, j'espère que tout ça vous a été utile. Je vous ai mis le lien si vous voulez tester pour fixer le budget de votre site web. On a d'autres webinars qui vont arriver, notamment on en a un sur la stratégie réseaux sociaux pour 2024 que je fais avec Romain de chez Pilotine, qui est notre community manager. Je vous mets le lien vers nos prochains webinars dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, ça va être hyper intéressant parce que Romain va vous partager, vous parlez de comment on chope les leads chez Pilotine. Romain va justement vous partager toutes ces bonnes pratiques, toutes ces méthodes qu'il applique du coup chez Pilotine et pour certains de nos clients pour les aider dans leur stratégie de community management et voir les différentes étapes qu'il faut mettre en place. Donc voilà, ça pourrait être pas mal utile peut-être pour certains d'entre vous pour voir un peu comment ça se passe, la structuration du community management. J'espère que voilà, ce contenu vous a été utile, que vous avez appris pas mal de choses. Merci Aurélien pour la petite dédicace. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez appris des choses, ce que vous allez appliquer, si c'était intéressant, si c'était nul, n'hésitez pas à l'indiquer. Comme ça, moi, ça me donne toujours quelques petites billes complémentaires pour améliorer les contenus. En tout cas, ça a été pour moi un grand plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que vous en ressortez grandi ou gagnant, ou que vous avez appris des choses. Et du coup, hâte de vous en dire un petit peu plus. Et si vous avez des questions, bien entendu, je suis disponible sur LinkedIn pour répondre à tout ça. Un grand merci à tous et bonne journée. À plus. Ciao, ciao.